Le rideau se lève. Ah, le voilà, le grand Balzac, en train d'écrire un roman. Il se trouve dans certaines villes des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoque les monastères les plus sombres, les ruines les plus tristes. La vie et le mouvement y sont si tranquilles qu'un étranger les trouverait inhabitables. Cette même mélancolie habite un logis situé à Saumur, au bout de la rue qui mène au château. C'est la maison de M. Grandet. Ah, le voilà, encore nommé, le père Grandet. Sachant lire, écrire et compter, il passait pour un homme riche, bien que personne ne connaissait le vrai montant de sa fortune. Par plusieurs machinations au cours de la République française et du consulat, il eut pour rembourser de pain, légalement, sinon légitimement, les plus beaux vignobles de la région, une vieille abbaye et quelques métairies. En 1816, les plus habiles calculateurs estimaient si bien à près de 4 ou 5 millions, même plus. Maman! Maman! Oui, monsieur. Fais du feu dans la cheminée. C'est la fin du mois de novembre, mais c'est automne, mais particulièrement doux. Donc, nous n'avons pas vraiment besoin du feu. Mais, puisque c'est l'anniversaire de Génie, faisons du feu. Ce sera de bon augure. Et puis, va chercher les provisions que j'ai prévues pour aujourd'hui. Bon, monsieur. Ah, comme il est généreux aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire du Génie. Seulement 2 œufs et même pas de beurre. Comment je vais préparer un gâteau, moi? Bien que monsieur Grandet n'achète jamais ni viande, ni poisson, le grenier et la cave sont pleins de provisions. Ce sont ces fermiers qui apportent des poulets, des œufs, du blé et du beurre de menthe. Mais lui, c'est avec une parcimonie sévère qu'il distribue les provisions. Eugénie! Oui, papa. Tiens, ma petite. Comme toujours, tu as le cadeau de ton père. Cette pièce d'or, tu dois la garder avec celle des années précédentes. Fais-moi voir ta. Tout de suite, papa. Elle a 23 ans aujourd'hui, notre fille. Et je ne vois pas de parti pour elle à ce mieux. Ah, c'est vrai. Il faudra bientôt s'occuper d'elle. Mais on verra. On verra. Je me retire dans mon cabinet. Que personne ne me dérange. C'est demain que je verrai les 2 heures de Génie. Bonsoir, Mergandet. Quand il s'agissait des finances, M. Grandet tenait du tigre et du bois. Il savait se coucher, se blottir, envisager longtemps sa proie, se délaisser. Puis il ouvrait la gueule de sa bourse et engloutissait le char et se couchait tranquillement comme le serpent. L'avarice de ce bonhomme était si passionnée que depuis longtemps, il entassait son argent pour pouvoir le contempler secrètement. Les gens pensent que l'argent tombe du ciel. Mais non, ils ne sont pas capables d'imaginer tout ce travail avec les quittances, les reçus, les calculs que moi je fais chaque nuit. Tous, dès le coucher du soleil, sont aux côtés de leurs petites femmes. Alors que ça prend du temps et de la patience d'élaborer un plan et d'emporter l'argent sous le nez des autres. Mais quelle récompense!
Personne ne peut comme moi jouir de cet éclat éblouissant. Sentir cette chaleur caresser, couper une telle quantité d'eau. Ce n'est pas un homme de se me occuper ici. Peut-on connaître comme ça? Veut-il casser notre porte? Quelle diablesse! Ah, c'est un jeune homme, accompagné du facteur de messagerie qui porte deux mains énormes. Madame Condé, Eugénie, continuez avec vos occupations et laissez-moi m'entendre avec monsieur. C'est un vengeur. Il ne peut venir que de Paris. À cette heure-ci, vient la diligence du grand bureau. Ce jeune homme doit être ton nouveau Charles. Charles? Eugénie. Charles est le fils du frère aîné de ton père. Il habite depuis des années à Paris. On dit que c'est un riche marchand de vin en gros. Ah, asseyez-vous auprès du feu. Bonsoir, Madame Condé. Enchanté, ma cousine. Vous avez sans doute froid, monsieur. Vous venez peut-être de... Voilà bien des femmes. Laissez donc monsieur se reposer. Mais mon père, monsieur peut-être a besoin de quelque chose. Il a une langue. Ma cousine, je vous remercie, mais j'ai des nerfs. Je n'ai besoin de rien. Je ne suis même pas fatigué. J'ai obéi à la demande de mon père de venir passer quelques mois sur lui. Mais je n'imaginais guère tomber dans un trou comme celui-ci. Dire modeste, c'est exagéré. La maison n'est pas bien soignée. Les marches d'escalier sont pourries. Qu'au diable mon père m'envoie-t-il faire ici? Quelle finesse. La délicatesse de ses traits. Le parfum exhalé par ses cheveux. Si gracieusement soigné. Et quelle élégance. Un vrai Parisien. Et moi? Je suis qu'une fille ignorante qui passe ses journées à raconter ses débats et à refaire les habits de mon père. Ma vie passe dans cette maison, devant cette fenêtre, sans voir dans cette rue silencieuse, plus de passants par heure. Ah, je dois m'occuper de cette chambre pour donner à ce trou misérable une apparence plus confortable. Maman, je vais chercher des draps pour faire le lit de M. Charles et préparer sa chambre. Maman, monte les valises et va chercher le bossoir pour réchauffer le lit de monsieur. Oui, mademoiselle. Et moi, avec toutes ces valises, plein de costumes de chasse, toilettes, dernier cri. Je comptais vivre enfant, la nuit de château, et dire que c'est pour cela que j'ai quitté le grand salon parisien. Et Antoinette, une dame de la haute société, si gentille et si douce l'air. La pauvre, en ce moment, elle se nuit quelque part en Écosse avec son mari. Venez, monsieur. Je vais vous montrer votre chambre. Ah! Voilà, voilà. Après 23 ans, mon frère me tombe de ces nouvelles. Mais quelle nouvelle! Il s'est brûlé la cervelle. Et pourquoi? Parce qu'il ne pouvait survivre à la honte d'une faillite. Et en plus, il me confie son bon rien de ficha. Et je dois lui prêter de l'argent.
l'argent pour son voyage en Inde. Voilà. Tout est lié à l'argent. Mais moi, je n'ai pas un sou à perdre. Un voyage pour les Indes, c'est dangereux. On ne sait jamais s'il reviendra. Mais par contre, il a des bijoux, des boutons d'or, des anneaux. Et toutes ces choses superflues dans ses valises. Je vais lui suggérer de les vendre pour avoir le capital initial nécessaire pour ses premiers pas dans le commerce. Et moi, généreux comme je suis, je lui paie son voyage jusque... Oui, disons jusqu'à la porte de Nantes. Quelle belle journée, maman. Pardon? Ah! Il est déjà 8 heures, l'heure du petit déjeuner. Vous pouvez manger. Votre neveu dort comme un enfant béni. Il est mignon, les yeux fermés. Laisse-le dormir. Il s'éveillera assez tôt pour apprendre les mauvaises nouvelles. Qu'y a-t-il donc? Son père s'est brûlé la cervelle. Mon oncle. Pourquoi pleures-tu? Tu ne le connaissais pas, ton oncle. Le pauvre jeune homme. Pauvre, oui, il ne possède pas un sou. Le pauvre garçon. Il dort comme s'il était un roi, sans connaître le sort qui l'attend. Je ne te parle pas d'un homme. Tiens ta langue. Jusqu'à mon retour, vous ne lui parlerez de rien. Je dois avoir les prairies au bord de la Loire. Je serai de retour pour midi. Je causerai avec mon neveu de ses affaires. Quant à toi, ma petite, Charles ne vaut pas tes précieuses larmes. Il partira le plus vite possible pour les grandes Indes. Et je suis même obligé de le faire selon le souhait de son père. Il tâchera de faire fortune. Oh maman, je t'offre. Je n'ai jamais souffert ainsi. Je me sens mieux. Est-ce cause de Charles? L'aimerais-tu donc déjà? Ah, ce serait mal. Mal? Pourquoi? Il te plaît? Il plaît à moi. Pourquoi ne me plairait-il pas? Il est déjà 11 heures. Un vrai parisien. Il en mérite un pour faire sa toilette. Je l'entends marcher en haut depuis plus d'une heure. Tais-toi, maman. Il arrive. Avez-vous passé une bonne nuit, maintenant? Bien, monsieur. Et vous? Moi, parfaitement. Vous devez avoir faim, mon cousin. Mettez-vous à table. Je ne déjeune jamais avant vous. Tiens, mais il est 11 heures. J'ai été matinal. Matinal? Mais oui. À Paris, la vie commence aller au théâtre, à l'opéra. Et puis, après chaque spectacle, il y a des réceptions, des débats. On s'amuse bien. Je ne rentre jamais avant minuit. Et vous? Vous vivez toujours ici? Toujours. Excepté pendant le vendage. Alors, nous allons mettre un anneau et nous restons tous à la métairie. Et vous ne sortez jamais?
Quelquefois le dimanche, après la messe, quand il fait beau, nous allons sur le pont, regarder les travaux dans les champs. Tenez, mon cher monsieur, des œufs à la coque. Des œufs frais? Mais c'est délicieux. Si vous avez de beurre. Ah, de beurre. Vous n'aurez donc pas d'autres galettes pour midi? Mais donne du beurre, non? Ma foi, ma chère cousine, si vous étiez un grand toilette de l'opéra, je vous garantis que vous y pourriez faire bien des péchés d'envie aux hommes et de jalousie aux femmes. Voilà papa! Eh bien, qu'avez-vous donc? Mais voilà mon père! Eh bien, Ah, vous avez fait fête à votre neveu. C'est bien, c'est très bien. Quand le chat court sur le toit, les souris dansent sur le plancher. Ah, mon neveu, le café est amer, mais la vie est encore plus parfois. Et moi, je vais vous dire des choses qui ne sont pas secrètes. Je vous attends dans le jardin. qu'est-ce que ces mots signifient, mon oncle? Depuis la mort de ma pauvre mère, il n'y a pas pire malheur possible pour moi. Eh bien, mon neveu, j'ai des bien mauvaises nouvelles à t'annoncer. Ton père, il est bien mal. Mais alors, qu'est-ce que je fais ici? Je dois partir tout de suite. Non, 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 les chevaux de poste. C'est inutile. C'est inutile. Ah, oui, mon pauvre garçon. Tu le devines. Il est mort. Mon père, mais ce n'est rien, il y a plus grave. Il s'est brûlé la cervelle. Mon père, oui, mais ce n'est toujours rien. Tout le journal parle, tiens, lis. Non, ce n'est pas possible. Mon pauvre garçon, tu te consoleras, mais... Jamais, jamais. Mon père. Mon père. Et le pire est Qu'il t'a ruiné. Tu es sans argent. Je m'en fiche. Où est mon père? Où est mon père? Mais ce jeune homme ne prend à rien. Il s'occupe plus de moi que de l'argent. Le pauvre jeune homme. Ah, ça alors. Vous n'allez pas le gâter encore, madame Grandet. Le combler du sucre avec mon argent, c'est bon à rien. Ma mère n'y est pour rien. C'est moi qui... Tais-toi. Est-ce parce que tu es ma chère que tu oses me contrarier? Ah, je vois. C'est un complot. Ou bien... N'est-ce pas, monsieur Génie? Charles ne nous aide de rien. Il n'a ni sou ni maille. Son père a fait faillite. Et quand ce millefleur aura pleuré ses larmes, il décampera d'ici. C'est décidé. Je ne veux pas qu'il révolutionne ma maison. Le lendemain, par Charles, la maison reprit sa vie monotone pour tout le monde, sauf pour Eugénie. Elle trouva tout à coup sa vie bien vide.
sorte que papa ne s'en rende pas compte, car il se fâchera une fois de plus. Oui, mademoiselle. Qui sait s'il ne reviendra pas plus tôt que nous le croyons. Oui, ma petite, tu as raison. Maman, regarde encore une fois le portrait de sa mère. Qu'elle est belle. N'est-ce pas tout entre son front et sa bouche? Tiens, c'est vrai, il ressemble à sa mère. De ce qu'il m'a dit, elle avouait la voix aussi douce que la sienne. Oui, mais tu lui as tout donné, toute ta petite fortune reçue de ton père lors de tes anniversaires. C'est que tu as bon cœur et que tu as regretté pour son voyage et ses premiers pas dans le commerce. Mais je n'ai pu imaginer ce qu'il va se passer dans 3 jours. Quand ton père va demander à voir ton or, et c'est qu'il le fait tous les ans, que lui diras-tu? Quelle sera notre punition? Je souffre de cet effroi mortel depuis que tu m'as confié ton secret. Je ne regrette rien, maman. J'ai confiance en Charles. Il m'a confié ce qui vaut pour lui la terre entière. Cette caisse, avec les portraits de sa mère et de son père, il était si honnête de me dire: ma chère Eugénie, si je périssais dans ce dangereux voyage, en perdant votre petite fortune, cette caisse précieuse sera votre récompense. Mais le portrait, détruisez-le, afin qu'il n'aille pas dans d'autres mains. Mais il reviendra sain et sauf, et j'en suis sûre, car c'est notre amour qui l'aidera à survivre et à surmonter toutes les difficultés. Oh maman, il m'aime, il me l'a dit. À toi, Eugénie, à jamais. Car un cousin est mieux qu'un frère. Il peut t'épouser. On se le promet, maman, pour vous qui gagne suffisamment d'argent pour rembourser le créancier et réparer l'honneur de sa famille. Et papa fait des démarches. Il se connaît. Tu vois, maman, il n'est pas méchant. Mais qui dit ici que je suis méchant? Mon Dieu, ayez pitié de nous. Qu'est-ce donc cela? C'est de l'or? De bel or? Fais-moi voir combien cela pèse. Non, papa, ce n'est pas de moi. C'est de quel or? Ah. Cela doit être à Charles. Il te l'a donné? Contre quoi? J'aimerais mon enfant. Non, elle lui a fait don de sa petite fortune. Sa petite fortune? Petite fortune? 5952 francs en pièces d'or. Maudit serpent de fille, mauvaise graine, tu sais bien que je t'aime et tu en as plus. Vous voyez, elle est gauche son père. Par Dieu, tu auras jeté notre fortune au pied de ce volubier qui a des bottes de mon camp. Par la serpette de mon père, je ne peux te désarrêter, nom de ton. Mais, je vous m'en dis, toi, ton cousin et tes enfants, ce méchant millefleur m'aura dévalisé. Elle ne bougera pas. Elle ne sourcillera pas. Elle est plus grondée que je ne le suis. Tu n'as pas donné ton or pour rien au moins. Beaucoup d'or.
Apaise, de libre et de bonne qualité peut-être. Monsieur, que faites-vous? Eugénie est votre unique fille. Mon Père, au nom de tous les saints et de la Vierge, au nom de Christ qui est mort sur la croix, au nom de votre salut éternel, au nom de ma vie, ne touchez pas ceci. Cette caisse n'est ni à vous, ni à moi. Elle est malheureux parent, et je dois la lui rendre intacte. Mon Père, ne la détruisez pas, ou vous me détruirez. Mon Père, entendez-vous? Monsieur, grâce. Mon Père, Eh bien, mon Père, si votre couteau entame seulement une parcelle de cet or, je perce de celui-ci. en seras-tu donc capable, Eugénie? Oui, monsieur. Elle le fera comme elle le dit. Soyez raisonnable, monsieur, pour une fois dans votre vie. Oui, monsieur. Arrêtez. Vous m'assassinez. Venez, monsieur. Madame, c'est moi. Si Madame Grandet mourait, Eugénie sera l'héritière d'un demi de ma fortune, de mon or. Elle hérite la partie de sa mère, je connais bien la loi. Non, je ne peux pas me laisser dépouiller, trahi, tuer, dévoré par ma fille. Quand déclarer ma fortune, même à ma fille, c'est déjà partagé. Partager le pouvoir, c'était. Non, ce serait à sa gauche. Non, non, va chercher M. Bergerin. Il est le meilleur médecin dans notre vie. Et le plus cher. Tiens le génie, tiens ma fille, mais ne brûlons pas pour encore. Malgré les souhaits que Grandet faisait pour la santé de sa femme, malgré les soins les plus tendres du génie, Mme Grandet marcha rapidement vers le mot. La succession ouverte de sa fille serait une première gloire pour lui. Partager la fortune avec elle? Non. Non. Et le poussa à renoncer à l'héritage de sa mère, de façon qu'il restait le seul propriétaire de tous les biens familiaux. Et quand il lui avait expliqué qu'il avait été une affaire, il lui promit une drôle de ronde de 50 par mois. Elle accepta toutes les conditions, sans aucun remarque. Cinq ans passèrent sans qu'aucun événement ne marqua l'existence monotone du génie et de son père. Ce furent les mêmes actes constamment accomplis, la régularité chronométrique des mouvements des aiguilles de la vieille pendule. Elle allait dans le petit jardin, derrière la maison, et assise sur le banc. Où charme-t-il? C'était dit tant de bonnes choses. Et le soir, en regardant les étoiles, elle lui adressait mes questions. Es-tu bien? Ne souffres-tu pas? Penses-tu bien à moi? Mais où es-tu? Pourquoi n'écris-tu pas? Plusieurs années s'étaient écoulées ainsi, sans qu'elle n'ait jamais reçu une seule lettre. Il n'y a pas de nouvelles. C'est une bonne nouvelle. S'il lui était arrivé quelque chose, nous le saurions déjà. À l'âge de 83 ans, ce fut M. Grandet pris d'une paralysie. Il sentit alors la nécessité d'initier sa vie au secret de la gestion du bien familial.
ce dernier effort lui coûta la vie. Ainsi, la mort de cet homme ne contrasta tel point avec sa vie. Eugénie fut donc laissée hériter des biens de M. Grendet, dont l'estimation totale allait à 17 millions. 17 millions qui ne chauffaient guère le cœur d'Eugénie. Pour elle, la fortune n'était ni une consolation ni un pouvoir. Elle ne pouvait exister que par l'amour, par la religion, par sa foi dans l'avenir. Mademoiselle, mademoiselle, une lettre. Est-ce que vous attendez? Paris, c'est de lui. Donc, il est revenu. Lisez donc, mademoiselle. Ah, non, non. Pourquoi revient-il par Paris quand il s'en est allé par son mur? Lisez donc, vous le saurez. Ma chère cousine, ma chère cousine, je ne suis plus Eugénie. Ma chère cousine, vous m'avez porté bonheur. Je suis devenue riche. Pendant les 5 dernières années, j'ai presque ramassé 3 millions à la sœur de mon enfant et au prix de la perte de toutes mes illusions. Malheureusement pour moi, le moment des illusions est passé. Rien ne résiste au temps, je l'éprouve. En voyageant à travers de nombreux pays, j'ai réfléchi sur la vie. Je n'ai guère oublié le petit banc de bois où nous nous songerons de nous aimer toujours. Donc, je ne voudrais pas vous tromper. Il s'agit en ce moment d'une alliance qui se satisfait à toutes mes idées. Le mariage avec la fille unique d'Aubryon m'apporte beaucoup d'avantages comme son nom, un titre, la place du gentilhomme honoraire de la chambre de Sa Majesté, et donc une position des plus brillants. L'amour dans le mariage, c'est une chimère. Je vous assure, ma chère cousine, que je n'ai pas le moindre monde de Madame d'Aubryon, mais par son alliance, j'assure à mes enfants ce dont on m'a privé à la faillite de mon père. Pas de bonnes nouvelles, n'est-ce pas, mademoiselle? Ça se voit sur votre visage. Vous êtes très pâle. Tenez, prenez quelques gouttes d'eau fraîche. Vous irez mieux. Il va se marier. Un mariage de convenance. C'est bon, c'est bon. Ça, je le comprends. Mais vous pouvez envoyer mon coffre avec les portraits de mes parents à l'hôtel d'April. Ils sont donc déjà ensemble? Par les diligences. C'est déjà trop. Par les diligences. Une chose pour laquelle j'aurais donné 1000 fois ma vie. Est-ce qu'il va rembourser sa dette? Il m'envoie 8000 francs, comprenant l'intérêt et le capital, que je lui ai prêté. Au moins, vous n'avez pas perdu votre argent, mademoiselle. Laisse-moi seul le nom. Je m'en vais au cabinet de papa. Mon cousin, le notaire, est chargé de rembourser toutes les revendications des créanciers de mon oncle.
soit ailleurs, selon les conventions sociales auxquelles vous sacrifiez nos premiers amours. La caisse, avec les portraits de vos parents, que vous m'avez confié comme une chose aussi précieuse que votre vie, ne peut être envoyée par diligence. Monsieur Cruchot vous la remettra personnellement. Adieu. Vous aurez toujours une fidèle amie dans votre cousine. À l'âge de 33 ans, riche de 800 000 francs de rente, Eugénie Grandet resta seule à habiter cette même maison sans chaleur au sommet. Une maison qui était à l'image de sa vie. Elle accumulait soigneusement ses revenus, mais une vie simple, faisait des dons mensuels pour les pauvres et pour l'Église. Son noble cœur ne battait que pour les sentiments les plus tendres. La grandeur de son âme amoindrit les petitesses de son éducation. Telle est l'histoire de cette femme qui n'eut jamais l'esprit pour entendre les corruptions du monde, qui n'était pas du monde, au milieu du monde, qui, faite pour être magnifique épouse et mère, ni mari, ni enfant, ni famille, jusqu'au dernier de ses jours.